Merci, chers collègues et amis, professeur Abdelmonem Gidey. Donc, je prends directement la transition après ce que vous avez dit en ouverture. Le choix le droit universel des femmes au développement durable. Donc, il y a tellement de concepts qu'il serait intéressant de s'y arrêter rapidement sur ces concepts. Tout d'abord, il faut rappeler que le droit au développement n'était pas facile à être considéré comme un des droits de l'homme. Il a fait l'objet de différents débats et combats pour qu'il soit érigé effectivement en droit de l'homme. Et le 4 décembre 1986, précisément, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la déclaration sur le droit au développement. Cette déclaration qui considère le développement comme un processus global, économique, social et culturel, d'amélioration continue du bien-être de toute la population et de toutes les personnes par le biais de la participation au développement et pour avoir une part des bénéfices découlant de ce développement. Donc, une fois considéré, malgré la difficulté comme étant un droit de l'homme, il revêt les caractéristiques concernant les droits de l'homme, à savoir l'universalité, inaliénabilité, interdépendance et indivisibilité. Les droits au développement, on est passé, maintenant on parle tous du développement durable. Comment la transition s'est faite du développement au développement durable? Pour la simple raison qu'on a pris conscience que garantir les besoins pour le développement des générations actuelles ou des besoins actuels ne doit nullement compromettre ceux des générations futures. Nous avons une seule planète, donc c'est une planète qui ne va pas se multiplier. Les conditions de développement ne doivent nullement compromettre les droits des générations futures. Donc, pour donner une effectivité à ce droit au développement durable, différentes initiatives rappelées par mon collègue le professeur Abdelmonem Gidey. Moi, je commence par quasiment la fin. Ce qui nous réunit, nous sommes à mi-parcours de ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. En effet, en 2015, 193 États ont adopté en septembre 2015 à New York un nouveau programme intitulé « Transformons notre monde ». Donc, pour transformer ce monde, on a adopté un programme fondé sur 17 objectifs de développement durable, assortis d'un nombre de cibles de pratiquement 169 cibles précisément. Cette vision, c'est une nouvelle vision qui se veut, comment pour assurer ce développement durable, c'est une nouvelle vision qui se veut universelle, inclusive, transformative, mais qui ne laisse personne de côté. Donc la femme, un être à part entière, est titulaire du droit au développement et elle est acteur. Donc non seulement elle est titulaire du droit au développement, mais elle est acteur du développement et du partage des bénéfices qui résultent de ce développement. La vision actuelle, qui est une vision universelle, est fondée sur 3 objectifs majeurs. Ces 3 objectifs majeurs coupent d'une certaine manière avec la conception qui prévalait jusqu'à présent en ce qui concerne le droit au développement. Avant, le droit au développement était uniquement focalisé sur l'aspect économique stricto sensus. Maintenant, le développement durable, il est fondé sur 3 objectifs majeurs, à savoir certes la croissance économique, mais l'inclusion sociale et la protection de l'environnement à l'horizon 2030. Tout ça est parfait et beau. Il a été assorti d'objectifs, de cibles à atteindre pour 2030. L'avantage de cette nouvelle vision, c'est comme je l'ai dit, elle est universelle. Ce n'est plus seulement les États en développement, ce n'est pas seulement les pays les plus pauvres, les moins avancés, les petits pays insulaires, etc. Mais c'est une vision universelle qui a pour objectif de ne laisser personne de côté. Qu'en est-il ? Actuellement, si on fait un petit temps d'arrêt
Qu'en est-il de l'état des lieux? Qu'en est-il de l'atteinte de ces objectifs à mi-parcours en ce qui concerne le droit des femmes au développement durable? Le tableau, je vais dire, il n'est pas réjouissant, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des progrès. Il y a eu des progrès, d'accord? Mais ces progrès ne pourront pas nous faire oublier ni occulter les difficultés qui persistent. Et c'est des difficultés structurelles qui peuvent limiter le progrès social et l'atteinte des objectifs de développement durable. D'ailleurs, en septembre 2023, il y a eu la tenue d'un sommet sur le développement durable, où justement on a fait le point depuis 2015 jusqu'en 2023. Comme je viens de dire, il y a eu des progrès, mais beaucoup de défis et de nouvelles menaces. Vous voyez très bien que le monde il est agité par autant de conflits, de violences, dégradation de l'environnement. La pandémie de la Covid-19 a exacerbé les violences, les inégalités, a remis en question la gouvernance du système mondial et ainsi de suite. Donc si des avancées ont été faites, elles sont d'une certaine manière assez contrebalancées et on a relevé une grande stagnation. Des régressions, ça veut dire pas seulement des stagnations, mais des retours en arrière, des retards. Donc ça, il y a encore... On peut dire que les objectifs de développement durable 2030 sont pratiquement en péril. Et c'est ce qui fait que le secrétaire général des Nations Unies, il a appelé l'attention de la communauté internationale alertée pour adopter ce qu'on peut appeler un plan de sauvetage. Un plan de sauvetage pour la période qui nous sépare encore de 2030. Je vais vous donner rapidement quelques données qui peuvent nous permettre de mesurer l'ampleur de la tâche. Selon le rapport qui a été préparé à l'occasion du sommet pour le développement durable en 2023, il faut pratiquement 300 ans au rythme actuel où vont l'atteinte des objectifs de développement durable. Il faut 300 ans pour combattre et éliminer le mariage des enfants, par exemple. Il faut plus de 200 ans pour mettre un terme aux lois discriminantes et donc toutes les lois qui comportent beaucoup de résistance sociale, de discrimination et donc qui peuvent contrecarrer à terme le progrès social. Il faut également plus de 47 ans par exemple pour qu'il y ait une égalité homme-femme au niveau des parlements, au niveau national. Et il faut plus d'une centaine d'années pour garantir une égalité en ce qui concerne l'accès de la femme aux postes de responsabilité dans le domaine professionnel. N'oubliez pas que, par exemple, la fonction publique, la fonction publique, il n'y a pas de discrimination directe, mais il y a une indiscrimination indirecte. Le plafond de verre, il persiste encore. Et la persistance de ce plafond de verre fait qu'on est encore loin de lutter contre la discrimination à l'encontre des femmes. Les violences sexuelles, les mutilations génitales féminines, les déplacements des populations, la traite des êtres humains, le fait, comme j'ai signalé, que la Covid, que la pandémie qu'a connue le monde, a bien montré que les femmes, c'est elles pratiquement qui assumaient une grande responsabilité et tâches en ce qui concerne toutes les tâches pendant la période où les établissements scolaires étaient fermés, premièrement. Deuxièmement, de par le monde, dans le monde entier, 70% des travailleurs sociaux et des travailleurs qui travaillent dans le secteur de la santé sont des femmes. Donc, imaginons un petit peu l'ampleur de la tâche qui a été assumée par les femmes. D'accord? Donc, jusqu'à présent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous le savez tous, il y a une inégalité en termes de salaire. Il y a encore le décalage entre le salaire des hommes et des femmes au niveau mondial est de moyen de 23% de décalage entre les femmes et les hommes. Donc, si des réussites, ou plutôt des avancées ont été
atteint, ceci ne doit pas nous rendre aveugles ou bien nous fait minimiser l'ampleur de la tâche qui reste encore à entreprendre. Et c'est pour ça, comme je vous ai dit, il a fallu appeler à un sursaut, parce que les promesses sont en péril. Il fallait un plan de sauvetage et maintenant on est passé à une autre étape devant la situation. Et devant surtout la crise du multilatéralisme, vous l'avez remarqué, avec toutes les guerres qui se multiplient actuellement, nous avons vu qu'il y a une réelle crise du multilatéralisme. Quand il a fallu partager le fardeau et envoyer les vaccins anti-Covid un peu partout, on a assisté à un repli des États. Et donc, c'est toute la gouvernance d'un système qui doit être revue. Et c'est ce qui fait que maintenant, on travaille sur ce qu'on appelle un sommet du futur. En septembre, le 23 et 24 septembre 2024, précisément à New York, se tiendra le sommet du futur, qui va être couronné par l'adoption d'un pacte pour le futur. Quel est l'objectif? Est-ce qu'il va résoudre tous les problèmes que nous avons rencontrés? Peut-être pas. Mais il va quand même prendre des mesures pour contrecarrer la situation actuelle. Et l'objectif fondamental de ce sommet pour le futur et du pacte pour le futur, c'est une meilleure coopération entre les États. Une meilleure coopération sur les questions fondamentales. Les questions fondamentales, notamment pour trouver des solutions, pour trouver une meilleure réponse aux difficultés, les défis actuels et les menaces du futur. De plus en plus de menaces prennent jour et ainsi de suite. Donc il faut revoir cette capacité de coopération entre les États et revitaliser le multilatéralisme. Revitaliser le multilatéralisme, pourquoi? Le seul objectif, c'est de permettre des meilleures conditions de vie pour l'ensemble de l'humanité. Donc, pour ne pas tarder davantage, cette nouvelle vision auquel nous aspirons, qui se retrouve dans le programme 2030 décliné en objectifs, la sonnette d'alarme qui a été tirée par le secrétaire général des Nations Unies et d'autres instances internationales, laisse entrevoir que nous sommes en train de prospecter de nouvelles démarches pour trouver des réponses. Mais je peux vous dire que la vision à laquelle nous aspirons, la vision universelle qui met la personne humaine au centre, la dignité de la personne humaine au centre des préoccupations, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. On revient à 1948, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on trouve que chaque personne a droit à ce que règne sur le plan social et international un ordre qui lui garantit la jouissance des droits et libertés énoncés dans cette déclaration. Donc c'est depuis 1948 que cette vision est là, mais effectivement, comme le rappellent les rédacteurs de cette déclaration universelle, elle reste un idéal à atteindre. Plus de 75 ans depuis cette adoption, elle est encore un idéal à atteindre. Et donc, un idéal, une vision où la femme a sa place entière. Et tout doit être entrepris pour que tout progrès ne laisse pas de côté la femme. Et je finis mon allocution par ce qui attend la chair. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chair? Donc, la situation est très claire. La réponse de la chair, comme l'a rappelé Monsieur le Président, c'est de se pencher sur la formation, la recherche scientifique, l'encadrement, essayer de relier les résultats de la recherche scientifique aux politiques publiques. Donc c'est ce lien qui est en train de se perdre d'une certaine manière et on souhaite que ce lien soit renoué entre la recherche scientifique et les politiques publiques et vice-versa. Il faut que ça soit alimenté. C'est également l'approche pluridisciplinaire, c'est l'approche d'ouverture à d'autres disciplines et également, il ne faut pas oublier que cette chaire doit absolument œuvrer pour que la question de l'éducation, la recherche, la culture soit au cœur de toute politique publique qui se respecte. Je vous remercie pour